Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast de H2H Academy. On est maintenant à la saison 2, épisode 15. Très heureux aujourd'hui d'avoir reçu Frédéric Poirier. Frédéric Poirier qui est un entrepreneur issu d'une famille d'entrepreneurs, mais aussi... Ah non, je vais le recommencer si je m'en allais n'importe où. Je peux reprendre je peux reprendre d'où je veux. OK, parfait. C'est bon que tu me pognes en bloopers. Mesdames et messieurs, bienvenue au 15e épisode de la saison 2 du H2H Academy podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et aujourd'hui, je serai accompagné de mon associé, mon partner Pierre-Luc Murray, mais aussi d'un de nos récents clients avec qui on a eu la chance de travailler, Frédéric Poirier, qui est un entrepreneur très intéressant, très passionné aussi par son métier d'entrepreneur, mais son projet, en fait, qui est un projet qui a pris plus de 12 ans à mettre sur pied, à lancer avant de voir la couleur de l'argent. Son parcours nous apprend beaucoup de difficultés, de challenges, mais aussi beaucoup de sagesse de ce que ça prend pour être un entrepreneur qui a du succès au fil du temps. Je vous laisse écouter cet épisode-là à l'instant. Je rappelle que le podcast est commandité par nul autre que l'agence ludique et Émile Gagnon. On remercie Émile à chaque fois qu'on vient ici. C'est très, très simple. Tout est déjà installé. Tout ce qu'on a à faire, c'est arriver devant le micro, parler, rire, dire des niaiseries, n'importe quoi. Bref, vous nous connaissez. Non, pour vrai, Agence Ludique, si vous avez besoin d'un podcast clé en main, n'hésitez pas à les contacter. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Fait que Fred, merci d'être là. Merci d'être sur le podcast avec nous aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, père de famille, 4 enfants. Oui, 4 enfants. Ta blonde en a 2, fait que vous avez une famille recomposée à 6 enfants, j'ai bien compris. Exact. Tu me racontais votre retour de voyage à l'instant. Fred, tu es aussi un entrepreneur qui vient d'une famille d'entrepreneurs. Puis, comme tu as été notre client, j'ai passé quand même un peu de temps avec toi où est-ce que tu m'as parlé de ton histoire, que tu m'as partagé, en fait, certains éléments, certains défis, je pourrais dire, que tu as vécu à travers ton parcours. Puis, tout de suite, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis, ça m'a fait réfléchir moi-même en tant qu'entrepreneur. Et je me suis dit, dès qu'on a partagé un peu là-dessus, j'ai fait « Hey, ça serait vraiment le fun que tu viennes sur le podcast parce que je pense que toute notre audience puis tous les gens qui, du moins, écoutent le podcast H2H Academy, futurs entrepreneurs qui vont l'écouter aussi, pourraient justement apprendre de ça, de ton côté. Fait que je vais te laisser juste te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Puis c'est quoi ton entreprise? Parce que je voudrais pas le définir. Je pense que c'est plus niché. Fait que c'est important que tu le décrives toi-même. Donc, Frédéric Poirier, entrepreneur. En fait, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai parti plusieurs projets dans ma vie. Je cherchais toujours des solutions. Peu importe où j'allais, je regardais qu'est-ce qui se passait, puis je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Puis c'est intéressant parce qu'on a commencé à travailler ensemble dans la vente. Mm-hmm. Puis pour moi, la vente, c'est vraiment aider les clients. Donc, trouver la bonne solution pour les clients. Puis ce projet-là, j'étais représentant pharmaceutique. Je faisais le tour des résidences de personnes âgées. Donc, il y a des piluliers qui sont distribués aux résidences. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs de médicaments. Okay. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de développer un système de vérification de médicaments pour aider les pharmacies. Donc, en pharmacie, c'est le pharmacien qui vérifie. Je pensais les aider beaucoup sur les erreurs, mais finalement, on les a aidés beaucoup dans l'organisation puis le temps. Parce qu'évidemment, l'optimisation. Est-ce que ça se faisait ailleurs quand tu as vu ça ou c'était comme... Tu as vu un spot d'opportunité puis tu l'as développé? Oui, exactement. En fait, j'ai créé plusieurs produits qui n'existaient pas. Puis, okay. C'est vraiment génial de pouvoir imaginer un produit. il est dans ta tête, puis tu y crois tellement que la vie t'envoie les bonnes personnes pour le réaliser. Donc, là, je suis tombé sur une firme d'ingénieurs qui avait fait un système de vérification, de contrôle de qualité dans des usines. Donc, je suis parti de ce projet-là. J'étais allé rédiger un bon contrat avec un avocat, puis là, on a parti sur le projet. Ça a pris 12 ans à développer. Donc, ouais, 12 ans. Puis avec du recul, je suis vraiment content que ça ait pris tout ce temps-là. Au départ, moi, je me voyais millionnaire dans les 2 années qui suivaient. Puis
Mais le succès, c'est vraiment les petites choses qu'on fait quotidiennement, accumulées ensemble, qui font le succès. Que ce soit la santé, l'argent, les relations qu'on fait aussi. Donc, ouais. Ce projet-là, en fait, que tu as lancé, tu dis, ça a pris 12 ans avant d'en arriver là aujourd'hui. Mais tu avais d'autres projets entrepreneuriales que tu as fait avant, tu as d'autres choses auxquelles tu as touché. Est-ce que tu as déjà fait un projet qui a été aussi difficile que celui-là? Non, ça a été le projet le plus difficile et long Okay. Parce que 12 ans sur une vie, c'est... c'est du temps. Là. C'est du temps. Parce que nous, on a comme... Tu sais, puis je veux pas décourager jamais personne de se lancer dans une idée comme ça, parce qu'on peut le dire un peu, initialement, c'est une idée qui est difficile à matérialiser puis à mettre en place. Là. 12 ans, des ingénieurs, on va pouvoir en parler, mais tu sais, comme beaucoup de up and down à travers ça, beaucoup de risques, évidemment, là-dedans. Puis je pense que tu es une des rares personnes qu'on va entendre qui va dire hey, « Moi, j'ai amené un projet, un produit comme ça à terme qui vaut autant aujourd'hui, qui va continuer de prendre la valeur dans le temps. » Nous, des fois, on est comme plus... trouve quelque chose de plus facile à mettre en place. Si tu veux faire de l'argent, si tu veux être capable de générer un bon revenu, de te mettre là-dedans, d'aller te lancer dans un projet, c'est très risqué. Ça mène une question. Là. Pendant 12 ans, tu vivais pas d'amour et d'eau fraîche. Là. Tu devais avoir d'autres choses là, qui amenaient de l'argent un peu. Oui, en fait, j'avais gardé mon emploi comme représentant. OK. C'est en fait comme emploi de représentant, j'avais 25 000 de salaire de base. Le reste, c'était des commissions. Après 6 ou 7 ans, je me suis assis avec mon patron, puis on a convenu que j'y gardais juste mes commissions. Donc, parce que le montant, il était partagé entre... Oui, OK. Il y avait conflit d'intérêt. Oui, exactement. Mais je suis vraiment privilégié parce qu'il a accepté de me laisser mes commissions pour que je puisse survivre le temps de finir le projet. Parce qu'à guess, tu avais du repeat business, fait que c'est pour ça que tu voulais conserver tes commissions. Là. Exactement. Okay. Puis, qu'est-ce qui m'a permis d'investir autant d'argent aussi dans ce projet-là? C'est que en 2003, il y a mon père, quand il avait vendu une de ses entreprises, j'avais emprunté 50 000 pour acheter de l'immobilier. Puis, avec cet argent-là, j'ai pu acheter un 5 logements à Rosemont. On a acheté un 6 après ça au centre-ville. De là, notre discussion l'autre jour sur l'immobilier. Brad, il me challengeait fortement à acheter de l'immobilier. Avec du recul, je ne les aurais pas vendus. Non, c'est ça que tu me dis. Parce que moi, j'ai vendu ça, c'est un 5 logements à Rosemont à 600 000. Ah boy! Aujourd'hui, ça doit valoir... je ne sais pas, 1,5. Là, ou, pas loin, peut-être plus. Donc, évidemment, on fait plein d'erreurs. Parce que c'est une erreur. Ça dépend du timing, ça dépend de ce qui se passe à ce moment. Avec du recul, oui. Mais sur le coup, moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Je l'ai pris que j'avais de l'argent pour investir dans mes projets. Exact. Mais je veux revenir dans ton entreprise qui a pris 12 ans quand même, parce qu'il y a tellement justement de petites étapes là-dedans que tu m'as conté que je trouve vraiment pertinentes les unes les autres. Mais là, 12 ans, t'injectes de l'argent au fur et à mesure là-dedans pour développer ça pendant 12 ans. Comment ça se passe? En fait, j'ai injecté beaucoup de mon argent, oui. Mais beaucoup de l'argent de mon père aussi, qui est mon partenaire aussi dans le projet. Même qu'à la fin, il commençait à être nerveux parce que au niveau des montants, lui, il était rendu retraité. Donc, c'est des gros montants. Puis, avec du recul, lui, il n'aurait pas embarqué dans le projet. Même si aujourd'hui... ça va bien. Bon, on a vendu pour 10 millions d'appareils de vérification. Donc, je peux dire que ça va très, très bien. Ça roule bien. En 3 ans. Donc, ça donne une idée. Mais avec du recul, lui, il n'aurait jamais embarqué dans ce C'était trop long pour que ça débouche en fonction de où est-ce qu'il en était et tout ça. Exactement. Okay. Là, l'histoire a fini bien, mais ça aurait pu être... Ça aurait été l'inverse, parce qu'on entend l'inverse, malheureusement. Puis, le problème, c'est que au début, on a investi un montant assez intéressant, mais au fil du temps, quand tu sors des 50 000 par année, ben, tu t'en rends moins compte, mais sur une période de 12 ans, quand tu as déjà investi, oui, ça quand tu as rendu des millions d'investis, tu as hâte que le boomerang y revienne. Ouais. Mais c'est sûr que la notion de risque quand tu as 50 ans versus quand tu as 60 ans, c'est pas pantoute la même affaire. L'horizon de risque avec la retraite, ça a dû sûrement stimuler un peu plus son anxiété, alors que toi, entre aujourd'hui, puis entre le jour 1 puis le jour, mettons, 1000, ça n'a pas changé grand-chose. Je dirais que, peu importe l'âge, il y a toujours une gestion de risque. Ouais. Puis d'arriver... Puis moi, je peux te dire, là, arriver proche de 50 ans, recommencer à zéro, c'est quand même un peu préoccupant. Avec les enfants, là, tu te dis, OK,
c'est quoi la fenêtre de travail qui me reste pour me refaire financièrement. Puis surtout que moi, j'ai connu des belles années. Là, dans les années 2000, mettons fin des années 2000, je faisais 100 000 comme représentant. Donc, c'était des bons salaires. Des bons 100 000 à cette époque-là. Oui. Donc... OK. Puis dans ces 12 années-là, là, y a-tu des moments de... En fait, pour continuer à investir, puis continuer à croire en projet comme ça, parce que je reviens à mon idée de départ, là, pour moi, là, c'est tellement intangible, puis le niveau de risque est tellement élevé dans un projet comme ça que asti, moi, j'aurais de la misère à me convaincre moi-même de faire « il faut continuer à en mettre, puis ça va finir. » Tu sais, quand tu vois pas... Qu'est-ce qui a alimenté c'est qu'on a toujours, toi puis moi, je pense, on a eu le succès rapide, je peux dire. Pas facile, mais rapide, dans le sens où est-ce qu'on commençait à travailler dans quelque chose, on travaillait fort, non-stop, ça payait. Tu sais, c'était pas comme... Mais il y a une raison à ça, c'est que moi, personnellement, pourquoi je fais pas d'immobilier, c'est que je suis un fan et j'ai un fantasme pour les cash flow business. Faut que ce soit quick, faut que ça paye demain matin. Ça fermera dans 2 ans, no problem, on va start un autre. Puis c'est pour les raisons que je t'ai parlé tantôt avec ma maladie, I don't know, genre je sais pas ça va être quoi mon avenir. Moi, je prends mon argent, je la vis aujourd'hui. Fait que c'est sûr que moi, l'immobilier, de la stacker puis d'attendre dans 30 ans que peut-être elle ait doublé ou peut-être pas, je sais pas, c'est sûr que ça m'excite pas. Si à l'époque, quand les immeubles étaient cash flow positifs, moi je viens de Trois-Rivières, quand les immeubles de Trois-Rivières étaient cash flow positifs, j'étais pas dedans partout, j'étais trop jeune, c'est là que ça aurait pas été intéressant. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle on y va pour des business qu'on est comme, OK, huge markup, mettons, puis on est capable de faire de l'argent puis du cash flow, du dividende rapidement, mettons. Fait que c'est la grosse différence. Mais moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui a mobilisé toute ton énergie puis être capable de croire en ta vision pendant autant longtemps pour ça. Je dirais, quand tu as de l'argent, peu importe le projet, ben c'est moins fatigant. Tu te dis, je sors 100 000, tu as de l'argent, il n'y a pas de problème. Quand il y a moins d'argent... C'est arrivé qu'il y en a manqué? À la fin, il y en a manqué. Okay. Personnellement, je vivais sur mes REER. Okay. Donc, j'ai vécu 2 ans sur mes REER. Puis, ben là, je peux le dire. Mon dernier montant de REER, c'est mon oncle qui gérait mes placements. Il dit, là, tu sais que c'est ton dernier... son dernier cash-out. Ouais. Puis là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Puis finalement, dans ce mois-là, la business a parti. Puis c'était pendant la COVID. Ouais. Incroyable. Alors, mais tu sais, quand tu dis c'est la peau des fesses, là, parce que moi, je suis hyper anxieux là, financièrement, mettons. Là, tu sais, puis elle dit je vis comme un pauvre, là, ma blonde aussi d'ailleurs. Mais c'est correct. Mais le pire qui peut arriver dans la vie, okay, c'est de recommencer, mais on ne recommence pas. Parce que l'expérience qu'on a, puis les personnes qu'on est devenues, c'est ça qui vaut de l'argent. C'est pas l'argent que tu fais. Non. C'est la personne que tu es. Puis aujourd'hui, tu repars dans n'importe quel domaine. Et ça va aller vite. Mais c'est la sagesse qui parle. Ouais. Ou la foi. Moi, j'ai une foi en tes compétences. En moi. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est de la sagesse puis de la confiance en soi. Il y a 10 ans, j'aurais jamais dit ça. Aujourd'hui, j'ai le même discours que toi. Là. Demain, je perds tout. Comment? On stresse pas tant que ça. Puis ça va marcher dans 3 mois. On a un logis puis ça roule. Je dirais que quand tu as tout à perdre, ben, tu te donnes à 100 %, tu n'as pas le choix. Puis... parce que tu as quand même 4 enfants là, pendant ce projet-là. J'imagine qu'il y a certains de tes enfants qui ont vu le jour aussi. Mais... Ouais, parce que si je check le timelapse, ça a fait. Il y en a qui ont fait 0 à 10, puis il y en a qui là-dedans étaient des bébés, puis l'école, l'entrée à la garderie, etc. Wow! Comment tu as fait pour. Tu sais, je peux dire, parce que là, tu as continué à travailler pendant cette période-là, là, si je reviens un peu sur les faits. Oui. Est-ce qu'il y a un moment que En fait, j'ai lâché en 2020. OK. Parce que je pensais que le projet allait partir 2020. Finalement, ça est arrivé la COVID. Donc, oui, ça a été compliqué un peu la COVID, mais en fait, là, l'être humain, là, dans des moments difficiles, c'est là qu'il trouve les plus belles solutions. En fait, avec l'équipe, là, on a eu l'idée de faire des laboratoires mobiles pour aller rencontrer les pharmaciens. Ouais. Donc, on s'est dit, si on n'est pas capable de les rencontrer, puis les amener dans d'autres pharmacies qu'on avait installé le système, parce qu'on avait installé 5 pour partir. OK. On va aller directement à la pharmacie avec un laboratoire, puis on va leur montrer la technologie. Puis ça a été un succès. Aujourd'hui, on a 3 laboratoires mobiles qui parcourent le Québec. Pour les gens qui écoutent, dans le fond, c'est une van, me semble? Oui, c'est ça, un sprinter. Un sprinter. Qu'on a fait vraiment un genre de mini-laboratoire de pharmacie.
avec la technologie à l'intérieur. Et qu'il y a le robot à l'intérieur qui fait le triage, tout ça. Exactement, toute la vérification. Puis, comme ça, tu as contrecarré un peu les mesures sanitaires. Tu faisais juste les faire rentrer dans le truck. Oui, exactement. Ça, est-ce que vous avez investi là-dedans avant que ça explose ou c'est... Comment ça s'est passé? Au début, on est allé chez... ceux qui viennent de Montréal connaissent Les Garés, là, qui est une place de location de véhicules. Fait qu'on a loué un Sprinter, puis on a fait un petit laboratoire vraiment de base. Là. C'était des tables pliantes. Avec un modèle. Avec une nappe blanche, là, juste pour montrer. Aujourd'hui, on a vraiment des beaux... des beaux véhicules. Là, parce qu'à ce moment-là, c'était pas le temps de garocher un autre 50 000 puis de pimper un truck. Là. C'était ça, je me demandais. Ouais. Non, on a été... en fait, je dirais que j'ai toujours été discipliné sur la gestion des dépenses. Les liquidités. Oui, de la liquidité. Le cash flow, ça va toujours demeurer le nerf de la guerre de n'importe quel projet. 100%. Puis... je dirais que... Trop sous-estimé à 100%. On en parlait un peu dans le dernier épisode. Les gens ne comprennent pas les mouvements de cash flow puis qu'est-ce que ça peut créer comme répercussions positives et négatives. Là. C'est clairement sous-estimé. Là, puis une question en plus, peut-être ton père, mettons, là, c'était quoi le bout qui disait « Moi, je tire la plug ». Il était-tu rendu au bout? Là? Toi, tu as fini tes RR. Là, si tu faisais un autre cash-call, là, il lâchait-tu le bateau? C'est une bonne question. Je ne sais pas jusqu'à quel point il lâchait. Les dernières années, je dirais les 4-5 dernières années, il m'avait laissé le plein contrôle de l'entreprise, puis j'en disais le moins possible. Ah ouais. Pour pas le stresser. Oui, c'était rendu vraiment stressant pour lui, okay. Tout le niveau de l'argent, les problèmes, parce que évidemment, quand c'est des projets informatiques, informatique égale problème, des bugs. On a de tout. Aujourd'hui, on vit bien avec ça parce qu'on a une belle équipe, mais il y a eu des nuits qui ont été plus difficiles que d'autres. C'est sûr. Est-ce que, justement, vu que ton père était là-dedans, est-ce que ça a été comme difficile au niveau familial là-dedans? Là? Parce que c'est rare qu'on ait des entrepreneurs qui sont issus d'entreprises familiales ou, je peux dire, qui ont cette dynamique-là. Comment ça fonctionne? Je dirais... moi, j'ai travaillé, dans le fond, dans les années 2000, il a reparti un projet, donc j'allais travailler pour lui. Okay. Mais ce projet-là, c'est vraiment mon projet qui est venu dans le projet. Donc, il m'a laissé vraiment carte blanche. Je suis vraiment chanceux à ce niveau-là. Les décisions... dynamique entre vous deux, parce que quand même, c'est la personne qui met l'argent en arrière. 50... 50, t'en mettais toi aussi. Non, mettons 60-40. S'il n'est pas d'indécision, ou du moins s'il n'est pas sur le terrain comme toi, tu pouvais l'être, puis que justement, t'as amené l'entreprise où est-ce que tu voulais l'amener, ça devait être challengeant pour lui. Comment vous avez... Je dirais qu'il m'a fait confiance. Okay. Puis je dirais que... Puis encore aujourd'hui, à Noël, le chin doit être bon, là, genre. Oui, je reviens justement de vacances. Il était avec nous. Donc, OK, cool. Ouais, donc... Comment... je passe du coq à l'âne sur ça, mais comment est-ce que, justement, d'être dans une famille d'entrepreneurs comme ton père, en fait, là, je sais pas s'il y a d'autres gens dans ta famille en tant que tel, comment est-ce que ça a influencé, justement, toi, ton parcours? Parce que c'est pas tout le monde qui, justement, nous, à l'opposé, nos parents sont pas entrepreneurs, on n'a pas ces racines-là. Toi, tu les as eues. Comment est-ce que tu penses que ça a influencé? En fait, mon père, il dit souvent, lui, c'est pas un vrai entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été dans le domaine pharmaceutique. Il a travaillé longtemps comme représentant. Puis, je pense que c'est à l'âge d'à peu près de 45 ans, il a perdu son emploi. Okay. Puis là, il avait essayé de partir une entreprise. Il avait brûlé les économies de la famille. Après ça, une séparation. Puis après ça, il avait placé une commande. C'était des étiquettes et des reçus de prescription. Puis la personne l'a appelé, il dit « Là, ta commande est prête. » Il dit « La compagnie vient de fermer. » Il dit « Si tu ne viens pas chercher ta commande, je m'en vais livrer dans ton driveway. » Fait que il a appelé, dans le fond, son nouvel associé, là, qui n'était pas associé à ce moment-là. Puis ça a parti. Puis c'est devenu sa business. Ouais. Yeah. Puis lui, il dit souvent, il dit c'est pas un entrepreneur. Lui, il était là par... accident. Oui, par accident, parce qu'il avait besoin de travailler. Puis, OK. Ouais. Donc, il n'y avait pas l'idée initiale de faire ça. Ça a été comme un peu une erreur de parcours. Mais toi, est-ce que tu te vois comme ça? Comment tu te perçois? Non, moi, je me vois vraiment comme entrepreneur. J'ai toujours eu la
la fibre. Donc, est-ce qu'il y a une pression parce que ton père est entrepreneur puis toi, tu l'es, tu sais? Une pression... De voir comme le patriarche qui était comme entrepreneur. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, ça t'a poussé à aller dans cette direction-là? Est-ce que ça te met en fait, vu que c'est arrivé sur le tard, moi, je l'ai connu plus... salarié. Oui, il a été longtemps salarié. Je comprends. Même que... Il faudrait que je revienne en arrière, mais la première business que j'ai partie, c'est probablement en même temps qu'il partait son entreprise. Donc, j'avais pas cette inspiration-là de l'avoir comme entrepreneur. Ouais. J'avais cette fausse idée-là un peu qui t'avait influencé là-dedans. C'est pour ça que je posais la question. OK, c'est parce que je vois souvent ça. Ouais. C'est vrai. On a des gens dans notre cercle d'amis, connaissances et entrepreneurs que quand leur père ou leur mère réussit exceptionnellement bien, pour eux, c'est une pression incommensurable de prendre leurs souliers. T'sais, tout le monde sur Internet va lyncher le monde qui font, les Olivier Primo qui se font lyncher, fils de riches, à cause que tes parents sont riches. Mais c'est des grands souliers à chausser en salle là, quand tes parents sont successful dans le business. Je te dirais que la réponse est oui. Parce que la deuxième entreprise, parce qu'il a parti d'une première compagnie. La deuxième qui a parti, c'est... en fait, par accident, là aussi, là, c'est l'inventeur du Dispil. Donc, Dispil, c'est le pilier qui est partout au Québec. Il a approché mon père pour commercialiser le produit. Puis, mon père dit, c'est une bonne idée, on va s'associer. Donc, il était associé dans ce projet-là. Puis, on fait 1 million, je pense, la première année. Donc, ça a levé. Quand même une couple d'années, là, de ça, là? En 97. 1 million en 97, wow. c'est l'argent quand même. Coup de circuit. Oui, vraiment un coup de circuit. C'est des bonnes marges de profit là-dedans. Oui, en plus. Ah ouais, ben oui, ça doit. Les marges de profit dans ces années-là étaient bonnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais, c'est ça. Mais effectivement, que de le voir réussir, oui, ça challenge. On veut toujours faire mieux. J'imagine que nos parents. peu importe qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Donc, pour répondre à la question... merci de ta transparence. Parce que, je dirais oui. Tu sais, je sais pas, nous, souvent, moi, je regarde en haut, je regarde un phare. Il n'y a personne dans mes familles proches, éloignées, il n'y a personne. Je suis le seul entrepreneur qui le fait comme ça. Fait, des fois, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un dans ma famille qui est entrepreneur. Puis quand j'en parle avec mon meilleur chum, il est comme, c'est challengeant aussi. Fait que c'est un peu, des fois, on se compare, puis c'est pas tellement mieux. Là, je dirais que l'être humain, peu importe, c'est avec les amis, avec les collègues, on va toujours faire mieux. Puis au Québec, on le voit, là, les plus grosses maisons, les plus grosses voitures. Donc, il y a ce côté-là. La réussite, je pense que c'est important. Ouais. Puis, dans la famille, de montrer à nos parents. Mais des fois, ça peut devenir toxique. Là. Moi, je le vois justement d'amis aussi là, autour de moi. C'est pas facile quand que le père est présent au niveau des activités, puis que là, il essaie de mettre de la pression pour pousser plus, même que ça a plus l'effet de vouloir le sortir que de le rentrer dans les opérations, je pourrais dire, parce que c'est comme un climat familial qui est plus là. Ta relation avec ton père, est-ce que tu as une relation père-fils ou vous avez une relation partner? Bonne question. C'est chum. C'est même pas père-fils, c'est même pas partner, c'est vraiment... amical. Oui, amical. Okay. Je dirais que le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est... Il dit, arrange-toi. Okay. C'est ton projet, c'est ton... Gère-les, il dit, je te fais confiance. Il dit, tu prends des bonnes décisions, puis je dirais que c'est vraiment... Le plus beau cadeau que les parents peuvent faire aux enfants, c'est pas « je t'attache les souliers ». Fais-les, confiance. Démarre-toi, puis montre-moi que tu es autonome. Là, puis peut-être des fois, là, on en fait trop pour les autres, que ce soit des employés qu'on a ou peu importe, mais laisse-les prendre du lead. Puis des fois, on va être surpris de voir les personnes qui vont devenir en essayant. Donnant de la liberté. Comme ça. Moi, je fais partie de cette école de pensée-là. Là. Ma fille s'en va éventuellement à l'école Montessori. 1 an et 9 mois, elle mettait son manteau d'hiver toute seule, ses mitaines toute seule, puis sa tuque toute seule. Évidemment, il faut que je fasse la boucle, là, parce que c'est un peu compliqué, mais elle a appris à mettre son manteau à terre, le flipper, se le mettre. Je veux dire, on voit ça, là, des parents, les enfants, ils ont 5 ans, ils zippent le manteau, viens, je vais mettre tes mitaines. Tu sais, moi, je fais partie de l'école de pensée que crème, let's go, c'est que t'es capable de prendre des initiatives. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle parce que le 3 ans, on dirait un bébé boss, mais je pense que c'est ça qu'on veut. Moi, je veux avoir une relève.
Oh, excusez-moi, mon Dieu. C'est va ta te parler fille, à c'est ta Siri. fille, Ça, c'est le c'est ta système fille, d'alarme. c'est ta fille qui t'appelle. On a une urgence à la maison. Non, je vais l'annuler, ça doit être ma femme qui rentre avec le Tesla. Non, c'est ça. Ah, il part demain. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Oh. Fait que c'est ça, fait que pour moi, je pense que je veux une relève qui est autonome, qui est indépendante dans un univers. Puis on parlait de ça, moi, avec ma conjointe, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, vu que t'es papa de plein d'enfants avec ta conjointe. Est-ce que tu crois que la vie d'il y a 20 ans était plus facile que la vie d'aujourd'hui? Il y a 20 ans puis aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'on a tout très, très rapidement. Si je regarde mon passé, puis je dirais peut-être pour vous autres, c'est la même chose aussi, là, il fallait travailler pour avoir quelque chose. Il fallait être patient. Donc, travailler la patience, le travail. Puis je l'ai dit, là, le succès, là, c'est pas quelque chose de gros qui arrive du jour au lendemain. Overnight. Hein. Ouais, que ce soit la santé, que ce soit financièrement, je pense que c'est l'accumulation de petites choses, faciles à faire, mais faciles à ne pas faire, qui font toute la différence. Donc, pour les enfants, aujourd'hui, je trouve ça très difficile parce qu'on les couvre trop. Les réseaux sociaux font en sorte qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir tout très rapidement, instantané. C'est pas le bon message. Donc, je dirais que c'était peut-être plus facile dans notre temps, puis on jouait plus dehors que les... Puis c'est ça, puis j'ai comme l'impression que, tu sais, là, avec toute l'inflation puis les difficultés de l'accès à la propriété, etc., dans 20 ans, ça va être encore plus difficile pour nos enfants de se tailler une place. Tu sais, le 100 000 qu'on parlait de 2009, mais là, au 100 000 d'aujourd'hui, c'est rien. Là. C'est la moitié, là, Ça, probablement. ouais, Je sais presque, pas, là. J'ai pas fait presque. les calculs économiques précis. Probablement. Je dirais, ça va dépendre des parents pour le course. futur. Donc, les parents qui vont avoir enseigné l'argent aux enfants. Parce que, dans le fond, là, l'argent, c'est un jeu. Of course. Puis quand tu connais pas les règles, ben, tu vas perdre. Ouais. Comment tu leur enseignes ça à tes enfants? De plein de manières. Donc, curieux. Oui. En fait, sur l'investissement, je pense que... tu sais, je leur explique la différence entre être employé puis employeur. L'immobilier. Donc, revenir à l'immobilier, moi, je pense que c'est un bon véhicule de placement. Parce qu'à un moment donné, tu fais de l'argent avec l'argent de la banque. Ouais. Donc, si Avec la dette. Tu as de l'argent avec la dette. c'est ça. Si je te dis aujourd'hui, sors 10 millions de tes poches, ben je ne l'ai pas. Mais sors-les en immobilier financé par les banques, bon, c'est facile à aller. Avec un taux d'intérêt déductible, tout est déductible. Oui, exactement. Donc, je les conditionne déjà. Puis, évidemment, c'est sur du long terme. Ah oui. Puis l'effet cumulé, là, c'est magique aussi. Ouais. Ouais, puis c'est clairement, on en parle souvent. Il n'y a aucune institution classique qui parle de finances personnelles. Puis je pense que maintenant, c'est rendu la responsabilité avant, ils disaient la religion, c'est la responsabilité des parents. Maintenant, j'ai pour dire que ma religion, c'est les finances personnelles. Si tu sais pas comment rouler une carte de crédit ou une marge de crédit, tu vas être dans la merde toute ta vie. Je veux dire, c'est simple. Il faut expliquer ces principes-là. Tu sais, mes parents, ça a été très, très long avant qu'ils comprennent comment ça marche une carte de crédit. Tu sais, parce que personne ne leur a expliqué. Mais nécessairement, il n'y avait pas non plus l'accès à l'information auparavant. Aujourd'hui, on a tout accès à l'information. Je pense que c'est fondamental d'expliquer ça. Là, Ouais, ça devient dangereux, même, l'accès à l'information pour les enfants. J'imagine, là, toi, tes enfants, ils sont sur les médias sociaux, je peux imaginer, ou... Un peu. Un peu? Ouais. As-tu des... Des restrictions. Ouais, par rapport à ça, ou... Ben, ouais, on essaie de les aligner parce que OK. vous allez voir, il arrive tout le temps des Ah, moi, ça me des fait peur, là. des événements, des petites chicanes. J'aurais peur de Chicanes ça. de filles. Ouais, ben, en fait, là, pour venir à ta question, c'était plus facile il y a 20 ans parce qu'il y avait pas Juste de pour réseau. ça? Ouais. Je veux dire, mettons, ta fille, il arrive une chicane à l'école, elle se fait prendre en photo dans une situation délicate, mettre ça sur Internet, faire un scandale. Ouais, c'est Asti, j'ai peur de ça. Moi, je veux dire, je retiens le moment où je vais donner un téléphone à ma fille parce que j'ai comme l'impression que ça va couper le lien. Mais t'as pas le choix de m'amener parce que Ben, tout le monde en a, mais... Moi, je pense que c'est d'éduquer. Oui, Peu ça, c'est importe, sûr. en éduquant, ben, ils sont capables de prendre les bonnes décisions ou les mauvaises. Ah, mais c'est une putain de dépendance. Je peux t'éduquer de la meilleure façon avec la cocaïne, mais si je te la donne puis que t'en sniffes juste un peu, il y a des bonnes chances que tu tombes addict. Puis c'est la même merde. Ouais, ça, c'est vrai. C'est comparé là, dans les dépendances de téléphone. Moi, je m'auto-programme addict à ça. C'est un conflit de couple constant, cette cochonnerie-là. Tu sais, on fait de l'argent avec ça, mais c'est aussi une source de plaisir, etc. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends qu'il faut je les comprends. gérer, Puis, mais... puis même moi, moi, j'essaie de limiter, pour moi.
Moi, je le fais. Je suis presque pas sur les réseaux sociaux. Puis, Ça fait un bien fou de ne pas être sur les réseaux. Moi, ça fait depuis début novembre que j'ai coupé mes... tu sais, sur mon téléphone, le Facebook, etc., je les ai enlevés. Ben, à chaque fois que je coupe, là, il y a l'équipe qui dit, bon, ben, on va faire des publications, du contenu. Fait que là, j'ai comme pas le choix. Là, je remets les alertes. Mais mais tu sais, moi, je suis rendu à une étape que l'équipe a en charge le contenu puis tout faire ça. S'ils ont besoin que je fasse quelque chose qui me le nomme, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, je vais le faire. Mais je veux pas que ça implique tu sais, je peux dire aller me brûler, pas me brûler, là, mais comme mettre de l'énergie là-dedans. Parce que, tu sais, j'en ai mis de l'énergie là-dedans dans les 2-3 dernières années, puis pour la business, mais c'est pas ça qui est problématique, c'est le alentour. Parce que tu le fais pour la business, mais là, une fois que tu as les mains dedans, comme tu dis, t'as la main dans l'engrenage. Là, t'es rendu à consommer une autre affaire, puis un autre, puis un autre, puis un... Ça, la discussion. Puis, asti, notre business est bâti là-dessus. Fait que je peux pas cracher, tu sais. Je peux pas dire, hey, abolissez les mains. C'est pas ça mon point. C'est que moi, je suis sensible à ça. Puis comme ça peut me mettre dans un état beaucoup plus négatif que positif. J'ai entendu quelque chose de vraiment intéressant. Tu prends ton salaire, puis là, tu le remets à l'heure. OK. Puis si tu as passé 1 heure, dans le fond, sur les réseaux sociaux, prends ton 100$, peu importe, puis brûle-les. Tu vas voir que ton énergie, puis... Mon temps sur mon téléphone cellulaire en moyenne, c'est 5 heures par jour. 5 heures. C'est fou. C'est ça, moi aussi, avant. C'est fou, raide. Chaque fois que j'en reçois le rapport, à chaque semaine, je me dis comme, pas de bon sens. Ah non, 6 secondes après, un nouveau reel. C'est stupide. Ouais. Mais je pense que c'est très difficile, autant pour les jeunes que pour nous, là, dans le sens que tout est là. Puis comme tu disais, ce qui est rapide, facile, c'est ça, les médias sociaux. C'est un divertissement rapide. Est-ce que tu t'en vas aux toilettes, puis t'as 30 secondes à faire aux toilettes, tu trouves le moyen de te divertir au lieu de passer du temps avec toi-même pendant la conscience. Ah, c'est ça. Je regarde pour les jeunes entrepreneurs, ça doit être encore plus difficile parce que j'en ai regardé un peu, puis il y a quelqu'un de mon entourage, là, il a 21 ans, puis il veut se lancer en affaires. Puis c'est toutes des vidéos qui font en sorte que les gens deviennent riches instantanément. Ouais, Lamborghini, crypto, sont riches. Puis ça vient conditionner le cerveau sur quelque chose qui arrivera pas pour 99,99% des gens. Ouais, c'est pour ça que c'est rafraîchissant de t'avoir devant nous qui nous explique que ça a pris 12 ans, que tu t'es accroché avec un câble d'acier, puis tu es allé à la guerre, puis tu y as cru, puis tu l'as amené à maturité, puis que ça fonctionne. Ouais. Cette espèce de mirage-là de genre... Tu sais, on dit qu'on a eu succès rapide, là. Mais ça a quand même pris 18 mois. Ah non, mais tu sais, je dis rapide dans le sens, je comparais à 12 ans, mettons. Mais tu sais, parce que je pense que ça valait la peine, je le redis, parce que je veux pas que les gens pensent que ça a pris 4 semaines, puis que boum, fuck. Il a quand même fallu faire 10 ans de porte-à-porte, ou presque avant d'arriver à être exceptionnel en vente. En fait, dans ton 18 mois, tu calcules pas ton 10 ans avant. C'est ça. Puis, tout à fait. En fait, c'est tout le chemin pour se rendre où on veut aller. Qui est pas pris en compte, mais oui, ça envoie pas le bon message. Puis nous, on se détache de tout ça. Tu sais, là, on a une nouvelle business de fitness. Jamais tu vas nous entendre dire « Tu veux perdre 20 livres, on a une solution pour toi. » On n'est jamais sur ce trend-là. On ne veut pas être à parité avec ça parce que ça fait pas partie de nos valeurs. C'est la même chose dans la business de vente. On va jamais te dire « Tu vas faire 3 fois ton argent cette année. » Non, tu vas augmenter ton taux de closing. On reste réaliste dans les propos parce qu'on veut se distancer de ça. C'est toxique, ben raide comme message. Mais tu sais, c'est l'équivalent de la jeune fille qui regarde Instagram, c'est que des photos photoshopées qui ont aucun sens de filles de 21 ans qui sont... Pour les filles, c'est le même principe que l'entrepreneur qui regarde ça puis il est comme, mon Dieu, 22 ans, je vais être à Dubaï, c'est un yacht, la vie va être belle. Là, les gens focusent beaucoup sur l'argent. Ouais. Parce qu'évidemment, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de beaucoup d'argent. Mais ils ne focusent pas assez sur l'accomplissement. Parce que peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est est-ce que ça te remplit ou non? Parce que j'ai beau te donner 1 million. Tu sais pas quoi faire avec, tu vas le flober. Tu vas le flober, mais... Ça ne changera pas ton fond propre. Là, non, c'est exactement. Tu vas pas sentir même. Off Mike, tout à l'heure, on parlait que la perspective que les autres ont de nous change à travers le temps. Fait que, malheureusement, la crise d'identité chez l'adolescent, le jeune adulte, elle arrive au pire moment où est-ce que les réseaux sociaux sont là. Ouais.
c'est là que tu es le plus en train de rechercher la comparaison, puis que ça te renvoie le message que t'es pas assez beau, t'es pas assez bon, t'es pas assez riche, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. C'est fou raide. Alors qu'à 50 ans, probablement que justement, toi, tu regardes la vidéo, là, je sais pas que t'as 50 ans, mais mettons le gars que tu regardes là, sur Lamborghini, tu fais juste rire de lui, puis tu te dis c'est ridicule. Alors que le jeune de 20 ans n'a pas ta maturité, ta sagesse, puis ça l'allume, puis ça dit, c'est peut-être accessible pour moi aussi. Non, exact. Ah, mais c'est bien, mais en tout cas, je sais pas comment que tu t'y prends justement avec tes enfants pour éloigner des médias sociaux et tout ça. Mais éduquer. Ou éduquer à travers ça. Je pense que c'est quelque chose qui va être du moins de plus en plus important. Puis là, je pense que dans les écoles, ils les coupent, là, ce qui est une bonne chose. J'ai vu ça passer pendant une annonce. Plus de cellulaire dans les écoles, je pense. J'ai vu ça passer quelque part. Mais bref, moi, je pense que... Puis, tu sais, quand on était à l'école, là, on avait un flip. Moi, j'avais un flip-flop, là, en tout cas, dans le temps. Là. Fait que, moi, j'avais même pas de pager. Ça... Ils sont arrivés après. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était comme... Oui, tu pouvais parler, mais c'était un mode de communication. Là. C'est plus juste de la communication. C'est rendu un genre de trophy place, là, tes médias sociaux, où est-ce que tu te redéfinis ou que tu t'inventes un peu comment acter parce que les gens sont comme ça. Tu présentes juste le beau. Ouais, exact. Fait que, c'est ça que j'aime pas. Non, définitivement. Oui, juste le beau. Puis là, dépendamment de ton cercle, ton entourage, là, c'est les voyages. Là. Le monde met des voyages. Donc, tu te dis, moi aussi, je veux aller en voyage. Pourquoi moi, je peux aller? Lui, il fait quoi de plus que moi pour aller en voyage? Puis non. Les bases de comparaison finissent pas. Les enfants, le mariage, les voyages, les voitures, ci et ça. Fait faut pas tomber dans cette stupidité-là. Mais c'est ça. Merci d'avoir répondu parce que c'est rare qu'on a un papa qui vient sur le podcast avec comme plein d'enfants. Je veux dire, normalement, notre crowd n'a pas d'enfants ou un bébé, là, normalement. Fait que j'apprécie vraiment la transparence que tu nous transmets. Là. Puis je dirais le plus difficile dans la vie, là, peu importe tu as des enfants ou non, là, c'est l'équilibre. Donc, la conciliation, on va dire travail-famille ou travail-vie personnelle. Ouais. Parce qu'il y en a que c'est soit juste le travail. Puis dans les entrepreneurs, on le voit souvent. Là, ils se lancent à fond... 70, 80 heures semaine, mais ils négligent la santé. Donc, ils s'alimentent mal, ils ne prennent pas de soin d'eux. Donc, je pense que le vrai succès, c'est l'équilibre. Donc, vraiment, être bien à tous les niveaux. C'est comment tu... ou en fait, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait ça, justement, aller chercher un peu d'équilibre? Parce que je pense que tu es quelqu'un de très équilibré, du moins avec... Ça dépend des jours. Mais... en tout cas, de ton expérience, puis de la sagesse que tu dégages de ça, on voit que tu as vraiment un bel équilibre avec ta famille, tout ça. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense, dans le passé avec l'entreprise puis les défis. C'est toujours difficile, mais je pense que c'est un combat que tout le monde a. Ouais. L'équilibre, ça veut dire, je ne m'inscris pas au gym juste en janvier. Je vais essayer d'y aller à l'année, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit. Les relations, faire attention aux relations. Donc, c'est pas j'appelle mon ami une fois par année ou ma blonde, je l'invite une fois par année à Saint-Valentin. Donc, c'est toutes les petites choses qui sont faciles à faire, mais faciles à ne pas faire aussi. Oui, j'aime bien le facile à ne pas faire parce que c'est vrai qu'à première vue, tu te dis, tu sais, si je fais un petit training de plus, je mange un petit peu mieux, je prends un peu plus de temps que ma blonde, c'est toutes des affaires qui sont faciles à faire. Cumuler des petites affaires. Ben oui, 100%. Moi, en ce moment, je suis dans une réflexion de... Genre, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai mes billets de hockey, puis là, je les ai donnés à Emile qui s'en va au hockey tantôt avec mes billets. Mais là, j'étais comme, si j'invite qui à aller au hockey? Là, j'ai un ami là, que j'ai pas vu, lui, je pourrais l'inviter. Là, Félix, il est là sur le podcast. Fred, il est là sur le podcast. Charlie vient, le PR. Là, j'étais comme, si j'invite qui à aller au hockey? Puis là, j'étais comme tellement dans ma décision de, je sais pas qui inviter parce que je veux passer du temps avec lui, Qui est-ce que tu as investi comme relation? Là, j'étais comme Chris m'a donné, il n'aurait pas de problème. Ouais. Mais tu sais, c'est subtil, mais à la fois, je trouve que ça en dit beaucoup où est-ce que je suis, de quelle relation j'ai envie d'alimenter, de développer. Ouais. En tout cas, moi, à mon âge, c'est ça que je suis rendu parce que je considère que j'ai beaucoup d'amis puis beaucoup de relations, autant avec des clients, tu sais, que toi, on est chums depuis des années, mais qu'on se voit pas souvent, puis que j'ai des chums proches que je vois pas non plus, fait que je suis comme... Et où l'équilibre là-dedans? Tu sais, maintenant, est-ce que tu as dû faire des sacrifices, toi, là-dedans? De couper des ponts? En fait, moi, j'ai une question plus tough. Quelle a été la plus grosse? Qu'est-ce que tu as sacrifié pendant ces 12 années-là? Ou qu'est-ce qui t'a échappé des mains parce que tu l'as pas vu venir? Ou... C'est sûr qu'il y a eu de quoi qui t'a... Je dirais mon bonheur.
bonheur personnel. Ah ouais. C'est, en fait, là, pour être entrepreneur, c'est tu mets ton bonheur personnel de côté pour atteindre quelque chose qui va t'amener le bonheur. C'est un peu paradoxal, mais je dirais que c'est un petit peu ça. Ouais. Okay. Ben, c'est pas un petit peu ça. Moi, je trouve ça percutant. Là. Il y a très peu de gens qui sont capables de s'oublier pendant 12 ans. Au contraire, on vit dans un monde où l'égocentrisme et l'individualisme est mis de l'avant. Fait que c'est quasiment paradoxal d'entendre ça. Genre, je trouve ça inspirant, moi, sérieusement. Ben, moi, je trouve ça challengeant. Je me mets dans cette situation-là et j'essaie de voir est-ce que j'aurais sacrifié mon bonheur pendant 12 ans. C'est parce que, au départ, je m'attendais pas... C'est pas ça le plan. Ouais, non, c'est pas ça le plan. Mais peu importe. Tous ceux qui se lancent en affaires, là, au départ, là, c'est une partie de leur bonheur qui part. Puis, sinon, ça ne marchera pas. Puis quand tu arrives dans un projet d'affaires, il y a peut-être 50% ou je dirais 20% du projet que tu aimes faire, puis tu as un 80% que tu n'aimes pas faire, là, comme tout le monde. Là. Peu importe la job. Fait que il y a une bonne partie que tu n'aimes pas faire que tu fais parce que tu n'as pas le choix. Ouais, ça fait partie de la game. Ouais. Non, c'est bon, ça. J'écoutais... elle me fait penser à ça. Je sais pas si tu connais Avicii? Oui, l'artiste. Ouais, tu connais? Oui. OK. Ben, ils ont sorti son documentaire sur Netflix, je sais pas, dans les derniers jours. Puis là, j'ai écouté ça hier. Je l'ai pas fini, en fait, au complet, mais lui, il s'est enlevé la vie, en fait, parce qu'il était déprimé puis il était anxieux. Mais tu sais, tu voyais le gars à 18 ans en train de faire de la musique qui capote sa vie, qui triple, il est là devant une petite salle, il est tellement heureux d'être là. Puis rendu dans le gros succès, genre 2-3 ans plus tard, lui, il a eu un des plus grosses ascensions dans les pas DJ, là, mais... musique électronique. Ouais, exactement. Des producers comme ça. Puis là, il était plus bien, là, parce qu'il y avait de la pression, il y avait des shows à tous les jours, il y avait de l'anxiété, il y avait ci, il y avait ça. Fait il a sacrifié son bonheur pour la cause de la croissance. Ouais, c'est ça, de la croissance. Là. Pour son objectif qui était le succès, mais il savait pas trop c'était quoi. Ouais, exactement. Puis il était jeune. Ouais, même. C'est facile de se perdre à cet âge-là ouais, aussi. Ben, c'est parce que souvent, ces gens-là, ils ont un gérant d'artiste qui prend souvent la moitié, si c'est pas plus, des fois. Lui, il pousse, hein? Puis lui, il pousse. Ben oui, parce qu'il nourrit à vache à lait en arrière. Fait qu'il pousse ou pousse. Fait que c'est quelque chose qu'on voit, mais on peut voir des partenaires aussi qui font ça. Ouais, 100%. 100%. Toi, tu as eu carte blanche. Il n'y avait pas trop de pression, à part le fait qu'il t'avait passé de l'argent un peu mané. Des fois, carte blanche, tu as plus de pression. C'est ça. Ouais, t'aurais peut-être aimé à un moment qu'ils te disent il faudrait peut-être aller là ou virer à gauche ou virer à droite. Là. Mais OK, super intéressant, ça. Cool, merci, frère. Hey, j'ai une couple de petites questions, peut-être plus rafale. Ouais, vas-y. Si ça te va, OK? Ouais. PL, ça peut-être en avoir qui vont s'ajouter par-dessus ça. En fait, moi, j'étais curieux. Ça a été quoi le défi le plus challengeant que tu as dû vivre dans ton parcours entrepreneurial? Comment tu as fait pour surmonter ça? Ben, il y en a eu plusieurs. Je dirais le pire, je dirais, le plus difficile. Le plus difficile, c'est probablement le cash flow, la gestion de cash flow. On est allé chercher 2 prêts en plus pendant cette période-là. Okay. Des prêts de 300 000. Donc, je te dirais, quand tu manques d'argent, non, puis tu dors pas bien dans ce temps-là. J'imagine tout tes cautionnés, maison, fonds de pension, etc. Il y a les petites culottes, tout. Fait que, ouais. Puis ça s'est résolu en juste l'entreprise qui a... en fait, j'ai été chanceux parce que la banque a cru en nous. Fait que, ce qui est rare, normalement. Oui. Donc, nice. Merveilleux. Dans des périodes de doute comme ça, parce que tu as eu 12 ans, beaucoup de périodes de doute, je peux imaginer, à travers ces 12 ans-là, autant que tu croyais beaucoup en ton projet, puis c'est quelque chose que tu voulais faire. Ma question, en fait, elle est plus en général. Comment est-ce que tu gères ça avec toi-même, là, justement, quand tu as peut-être de l'insécurité, du doute? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça au quotidien. Oui, c'est une excellente question. Je pense que c'est important de faire du sport, peu importe ce qu'on fait. Ça. Moi, je joue au hockey 2 fois semaine, j'ai fait du karaté, fait des marathons. Donc, peu importe ce qu'on fait comme sport, ben, c'est toute l'endorphine. Là, ça relâche. Oui, ça relâche. Puis après ça, on se sent plus léger. Ouais. Puis souvent, là, qu'est-ce que je faisais là, quand j'avais des gros dilemmes ou des grosses questions? Ben, j'écrivais la question. Le soir. Tu écris la question, puis tu le fermes. Puis moi, j'appelle ça l'univers, mais en réalité, c'est ton cerveau qui va focusser sur la réponse.
qui va t'amener la bonne réponse le lendemain matin ou dans les jours qui suivent, ou il y a quelqu'un à qui tu vas parler, puis tu vas juste focusser sur la question que tu t'es posée la veille. Au lieu de la garder dans ta tête puis de ruminer là-dessus, tu l'écris. Tu l'écris. En fait, l'écriture, moi, je pense que tous les entrepreneurs devraient se faire un plan. Donc, moi, je me suis fait un plan sur plein de... En fait, j'en ai un pour personnel, croissance personnelle, spiritualité, l'amour, les enfants, donc la santé. Je pense que c'est important d'écrire qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, je l'écris au présent. Là, il y en a beaucoup qui font ça. Puis ça nous ramène vraiment au moment présent. J'ai comme l'impression que si on ne l'écrit pas, la vie va tellement vite qu'on fait juste passer go puis ça se produit pas vraiment. Là, puis tu peux le rechanger. Ouais. Petite anecdote. Vas-y. Pendant la COVID, j'ai les enfants, donc on est 9 là, avec le chum, la plus grande. Puis les grands ados, ils ont à ce moment-là à peu près 17 ans, ils ont pris un genre de tableau pour écrire dessus. Puis ils ont mis ça dans la cuisine, puis ils ont écrit notre vision board. Puis là, ils ont commencé à écrire plein de choses dessus. La Floride, puis là, on ne pouvait pas voyager. Floride, croisière. Puis depuis ce temps-là, tout ce qu'ils ont écrit dessus, ben ça se réalise un à un. Fait que c'est vraiment... Ouais. De faire participer tout le monde à ça, c'est drôle parce que Florence, elle avait pris ma carte d'affaires, donc mon entreprise, puis elle avait tout encerclé, puis elle avait marqué succès, puis grande réussite. Ça, à ce moment-là, j'avais pas de revenus, pas de vente. Oh my God, c'est le fun. J'ai quasiment des frissons. C'est vraiment... That's it. Fait que j'ai encore le vision board dans la cuisine, puis des fois, il efface, puis il remet d'autres choses. Moi, j'ai besoin de refresher constamment parce qu'on dirait des fois, tu perds le nord, là, puis là, tu t'en vas ailleurs, puis là, besoin de remettre la barre. J'ai fait ça là, pendant les fêtes, le vision board, de revenir à ça. Ça prend... J'allais dire, c'est que souvent, on s'arrête pas assez. Non, ben effectivement, on prend juste pas le temps. Mais en fait, moi, je dirais, là, si j'ai un conseil à donner aux gens, là, ben, écrivez le plus de choses sur votre bucket list. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Un bucket list, j'aime ça. C'est vrai, je reviens au vision board, mais ça, c'est comme plus tangible de je veux faire ça. Comme ça, tu le mets à l'agenda une fois que tu veux le faire. Hein? Ouais. J'aime ça. Je suis habitué avec les to-do list dans ma semaine. De ouais, que mais le bucket list, ça, c'est positif. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression-là. Je trouve ça vraiment bon. Je me le note. C'est pas mon sel, ça. Non, c'est pas mon Attends, je me le note, ça, je me l'envoie, sinon je vais l'oublier. Ben oui, puis toutes les places que tu veux visiter, toutes les choses que tu veux faire. Ouais, ben, tu sais, j'ai un peu cette dimension-là. Moi, j'aime dire des choses pour que les gens disent, ben, t'es fou. C'est comme impossible. T'sais, comme je disais, je viens d'une famille d'ouvriers. Fait que quand j'avais calé la shot qu'on allait aller chasser l'orignal à Terre-Neuve, toi, on était comme, you're fucking crazy, c'est impossible. L'année passée, on est allé, moi et mon père, c'est son cadeau de retraite. Wow, puis comme, cool. J'aime ça, genre, juste faire à tout le monde. Fuck you. Je savais. Genre, ouais. I'm the one, je l'ai fait. T'sais, ça, j'aime ça, mais ou sinon, mais dans la même veine, c'est motivant d'avoir des objectifs, un sens. Ça donne un sens à la vie. Sinon, c'est-tu facile d'être dans le day-to-day puis les dividendes versent, puis comme, un peu plus, un peu moins. Rendu à mon âge, il y a plein de gens qui disent, bon, ben à ma retraite, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis moi, je dis, ben pourquoi tu le fais pas tout de suite? Yeah. Fait que dernièrement, il y a 4 ans, j'ai commencé des cours de danse parce que ma blonde, elle voulait qu'on danse ensemble. Là, je fais des cours d'espagnol. Fait que j'essaie plein de choses. Je sors de ma zone de confort parce que moi, c'était pas danser. Pour moi, c'était pas naturel. Puis, c'est vraiment cool de sortir. Tu vois, ça m'apporte... je peux? Ouais, vas-y, je dis d'accord. Le concept de la retraite. Un entrepreneur, ça tombe-tu à la retraite ou ça tombe pas à la retraite? Ben, je te dirais que... Pour connaître beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, oui, il y en a plusieurs qui tombent à la retraite. Qu'à un moment donné, ils décrochent, mais il y en a d'autres que non. Moi, mon père, il est vraiment à la retraite. Puis sa retraite, c'est jouer au tennis, jouer au golf. Il va au gym à tous les jours. Hey, c'est hâte, ça. Oui. J'ai hâte. Puis toi, retraite, pas retraite, comment tu vois ça? Là? Parce que là, tu y arrives. Je suis déjà à ma retraite. Ah ouais? I love it! Moi, j'ai décidé que ma retraite, autrement dit, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je le fais tout de suite. Ouais. Donc, j'essaie de voyager partout avec mes enfants à travers le monde. Donc, ça, c'est ma retraite. J'essaie d'aller au gym régulièrement, puis je suis des cours. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir de même? Ça m'intéresse vraiment. Genre de dire, ma retraite, je la vis aujourd'hui.
veux pas, là, j'arrive à 50 ans, donc là, je commence à voir, j'ai vu les dernières années, plusieurs personnes d'à peu près mon âge décédées. OK. Donc là, tu te dis, OK, on vivra pas infiniment. Donc, c'est là qu'on se remet en question. Dans le fond, 50, si je me rends à 70, c'est 20 ans. Mais 20 ans, ça passe tellement vite, là. Mais mes 50 dernières années, je les ai pas vues. Ouais. Fait que je pense qu'il faut mordre dans la vie puis profiter de chaque instant. Parce que tu vois, moi, j'avais cette vision-là dès que j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques. J'ai toujours dit, je garde l'argent pour ma retraite, là, mais moi, je suis à la retraite live. Là. Si ma blonde dit, on va-tu aux Philippines, on va-tu... Let's go, on met du cash de côté, on le fait. Let's go, on le fait. Pourquoi? On va attendre plus tard. Parce que ça se peut qu'à 70 ans, je sois en top santé. L'émulsion de tous les médicaments qui vont, puis ma santé est quand même très bonne, mais je n'attendrai pas. Mais en tant que tel, personne n'est à l'abri d'un diagnostic de cancer sournois. C'est juste que moi, je le sais que j'ai peut-être quelque chose qui va chirer plus tard, mais ça reste que moi, je vois ma vie depuis ce temps-là, puis je pense que c'est un des fameux moteurs de motivation puis d'énergie au quotidien. Mais j'étais curieux de savoir. Fait que c'est un entourage que tu as vu des gens comme partir, puis là, tu t'es dit... T'attendrais pas que 65 ans. Puis en plus, tes jeunes sont à l'âge qui sont pas partis de la maison ou presque pas. Fait que t'es as toutes avec toi, j'imagine. Oui. Ça, c'est hot aussi parce que dans 5 ans, ça va être complètement autre chose. Hein, je pense qu'ils vont continuer à voyager parce que c'est vraiment cool de voyager avec les enfants. Puis, ça crée une belle activité familiale. Ouais. J'y vais avec une dernière question. En fait, de mon côté, je sais pas si t'en as une autre que tu veux jump in après. En fait, Fred, peut-être que tu as répondu inconsciemment, mais j'aimerais ça la clarifier. En fait, c'est quoi le conseil que tu donnerais à toi-même si on reprend au début là, de ta carrière entrepreneuriale? Ce serait quoi le seul conseil que tu te donnerais? Il y en aurait plusieurs, mais s'il y en a un plus important, c'est sois plus à l'écoute de tout le monde. Okay. Puis la raison, c'est que puis on a parlé avant l'émission, là, la religion, tout ça. Puis au Québec, on a été conditionnés pour un petit pain. Puis quand on est jeune, on pense qu'on connaît la vérité. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit « Ah, moi, je vais leur montrer comment ça marche. » Puis je me suis rendu compte que c'est l'inverse. C'est tes enfants qui te montrent comment la vie fonctionne. Puis je dirais que c'est la même chose. Il y a tellement de gens qui ont une belle expertise, une belle expérience. Bien, allez chercher l'information parce que vous allez peut-être gagner 5 ans, 10 ans, 15 ans d'apprentissage. Donc, je dirais, soyez plus, j'aime ça. Plus à l'écoute. Puis, allez chercher des experts dans peu importe le domaine. En immobilier, va chercher un expert. En conditionnement physique, va chercher un expert. Pas avoir peur de s'entourer, finalement. Ouais. C'est-tu, selon toi, un de tes éléments, un de tes facteurs clés de réussite, ça? Je te dirais qu'aujourd'hui, oui. Puis, réussite... avoir l'équilibre, surtout. Ouais. Parce que si tu as une belle équipe, ben ton temps, tu peux profiter plus de ton temps. J'adore ta réponse. Merci, Fred. Ça a été vraiment un plaisir. Ça a été vraiment le fun. Ouais. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur ton entreprise... où est-ce qu'on va? Ouais, là, je sais que sur les médias sociaux, tu commences à prendre peut-être plus de place cette année à voir. Mais par exemple, si les gens voudraient voir ton entreprise, y a-t-il une possibilité d'aller voir ça quelque part? Oui, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. C'est Smart Lab 3.0. Donc, fait que si on a des pharmaciens à l'écoute... Oui. Sur LinkedIn, on a des beaux vidéos là, avec le laboratoire mobile, donc ils vont pouvoir voir un peu ce qu'on fait. Vas-y. Vas-y. Je m'en ai dit, y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour 2025 de nouveau dans la business, ton côté? Oui, en fait, je reviens d'un voyage en Europe. On a été dans un congrès en France l'an passé. Puis on a un contrat de distribution pour un robot qui remplit les piluliers. Okay. Donc, c'est un robot qui vient d'Espagne. Okay. Puis le premier s'en vient probablement en janvier. Donc, on va installer ici au Québec. Ouais, fait que là, tu vas pouvoir l'implanter dans tes points de dépôt parce que c'était un des trucs qu'on avait soulevé ensemble. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir servi toutes les pharmacies. Il y a encore j'en ai une centaine sur 2000. Fait qu'il reste il y a encore du jeu. Il y a encore du jeu. Puis ça, c'est juste au Québec. Mais, parce qu'après ça, t'as tout Toronto, c'est immense. Ouais. Mais avec le robot, je pense que ça va aider. Ouverture d'un autre marché. Ça donne 2 angles d'attaque pour le marketing, 2 angles d'attaque pour la vente. La pénétration de marché peut être encore plus facilitée. Nice. Good for you. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci, Fred.
Puis bonne continuation à toi, Fred. Donc, merci d'avoir été présent pour ce 15e épisode de la saison 2. Très, très heureux d'avoir pu recevoir Fred. J'espère qu'il reviendra avec nous sur le podcast une prochaine fois pour nous parler peut-être d'autres aspects de la business, peut-être même d'immobilier, lui qui est un investisseur immobilier aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit dans un prochain épisode.